Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Alors, on va faire un petit test. Est-ce que vous nous entendez et nous voyez correctement? Alors, on va regarder. Il y a déjà. Oui, Ouais, ok, parfait. Le nickel, ça a volume l'air est d'être bon. bon. Le volume audio convient à tout le monde. Allez, magnifique. Parfait. Nickel. Parfait. Avant de commencer, petite précision importante. Pierre et moi, en tout cas, nous sommes fait tester et avons eu les résultats ici en milieu de semaine. Et on est chacun, en fait, notre personne. On a pris vraiment toutes les dispositions pour qu'on puisse vous proposer ici un webinaire de qualité et pas forcément être en différé à deux endroits différemment. Ça aurait été compliqué. Voilà, exactement. On aura de cette façon une meilleure interaction. On a insisté, en tout cas, on voulait absolument vous le signaler. Donc voilà. Ça a l'air pas mal au niveau du son. Parfait. Allez, Okay, magnifique. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Le thème du webinaire, vous le savez déjà. Le voici ici. C'est de parler du Fujifilm X-S10. Alors, c'est génial parce que Pierre et moi, on s'est pas vu depuis un petit temps, mais alors on se retrouve tous les deux aujourd'hui. Eh bien, il arrive avec le XS10 et le 56 mm de montée dessus, et moi même chose, voilà, identique, voilà. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, moi, c'est David. Alors, je suis vidéaste professionnel et j'anime aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Caméra, sur lequel je base toute la thématique sur le domaine de la vidéo. Pierre se présente à son tour. Quant à moi, je m'appelle Pierre Boisseau, je suis photographe et j'anime du coup de mon côté une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Boisseau, pour le référencement, ça peut aider, et qui tourne autour de la photo et un petit peu de la vidéo également. Donc du coup, ce soir dans ce webinaire, je vais beaucoup plus parler du côté photo et de ma pratique photo avec ce nouveau Fujifilm X-S10. Quant à David, il va plus s'adresser à la partie vidéo, tout simplement. Exactement. Alors par contre, on a la chance ici d'avoir été justement mandaté, si on peut utiliser ce mot-là, par Fujifilm Belgique. On est des personnes extérieures à Fujifilm Belgique, ce qui fait que tout type de questions est clairement le bienvenu. Si vous avez évidemment des questions par rapport aux différentes fonctionnalités sur les boîtiers Fujifilm, ou quand bien même, si en tout cas vous recherchez une caméra à l'heure actuelle, que vous dites, ben voilà, je ne suis pas encore un utilisateur Fujifilm, j'hésite par rapport à d'autres boîtiers, on en teste pas mal, on est là aussi pour vous répondre et aussi pour vous expliquer pourquoi on travaille énormément avec Fujifilm et pourquoi on a choisi tout simplement leurs produits. Si jamais vous avez des questions sur lesquelles on ne sait pas vous répondre, il y a aussi du personnel de Fujifilm qui est présent dans les viewers et dans les commentaires ce soir, donc ils pourront aussi éventuellement vous répondre sur d'éventuelles questions auxquelles voilà, on viendrait exactement un peu à sécher. Donc, je vous suis. Merci à vous pour ce que vous apportez. Ben, écoute, merci beaucoup, Mouad. On essaye en tout cas de donner un maximum, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo. Essayer sur YouTube, voilà, exactement. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à n'importe quel moment. Si vous avez des questions, le chat est ouvert. Mais je propose qu'on commence directement à parler du sujet de ce soir, qui est le Fujifilm X-S10. Et de la façon dont on a envie d'animer ce webinaire, c'est plutôt de se poser des questions l'un et l'autre. Évidemment, d'arriver avec différents exemples pour justement étayer les spécifications techniques et les avantages qu'on va mentionner. Quelles sont tout simplement tes impressions de façon globale, toi, d'un point de vue photo sur le XS10? Alors moi, je l'avais dit du coup dans ma vidéo sur YouTube, c'est tout d'abord une énorme surprise parce que j'étais habitué à prendre d'autres boîtiers Fujifilm en main et lorsque je l'ai pris, en tout cas celui-ci, son ergonomie m'a agréablement, je tiens à le dire, vraiment agréablement surpris. On n'a plus toutes les monettes qu'on avait sur le X-T3, sur le X-T4, enfin sur tous les boîtiers qu'on retrouve chez Fuji, ce qui du coup nous donne, quand on est habitué chez Fuji, nous déstabilise un petit peu, mais ça permet, quand on vient d'une autre marque, de vraiment retrouver ses repères. Sa prise en main, je l'ai trouvée excellente. Ouais. Je sais pas toi, mais son grip, j'en suis vraiment fan. J'avais un petit peu peur parce que le boîtier est très petit et très léger, ce qui du coup est assez agréable. Et j'avais peur avec mes grandes mains d'avoir vraiment un espèce de boîtier un peu trop petit, ce qui est pas le cas du tout. Le grip est vraiment excellent. En fait, ce qu'il y a, c'est que, je t'interromps, mais ce qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on va toujours avoir un doigt qui va être dans le vide, parce que forcément, il est assez compact, mais ils ont fait en fait la poignée assez profonde et ça change tout en fait. Par rapport aux autres boîtiers qui ont vraiment une espèce de poignée en courbe, ici, on a vraiment une forme rectangulaire qui est présente et ça va tellement
profond d'un point de vue prise en main qu'on a quelque chose qui est ferme, alors que, comme vous voyez ici, j'ai, voilà, exactement, j'ai vraiment un pouce qui est dans l'air. Je t'interromps plus. Pas de souci. Deuxième chose que moi j'aime énormément, c'est l'écran orientable qu'on retrouvait déjà sur le XT4, mais c'est vraiment bien d'avoir ça sur un boîtier un peu plus entrée de gamme. Ouais. Un peu plus entrée de gamme que le XT4, ça se dit effectivement. Écran orientable et tactile, c'est vraiment génial. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce boîtier? C'est évidemment tout ce qui fait la force de Fuji, c'est évidemment ces simulations de films. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Si jamais tu veux que je fasse défiler des exemples, tu me dis. On a évidemment des exemples photos comme vidéo. On peut le faire tant qu'on y est, effectivement. Ouais, bien sûr. Hein. Dis-moi ce que tu voudrais me montrer. La deuxième slide, peut-être. La deuxième, celle-ci ici? Non, c'est l'autre, en vert. Celle-ci ici. Ouais, allez, nickel. Sans problème. On va partager directement aux personnes. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit résumé de ce que j'ai aimé dans ce boîtier. C'est donc vraiment son ergonomie qui est un peu plus classique, mais qui est vraiment différente au sein de l'univers Fujifilm, mais qui va du coup plaire à un plus grand monde. Son capteur qui est juste génial, capteur stabilisé de 26 millions de pixels, c'est suffisant pour la plupart des situations. Le boîtier est vraiment épuré dans le sens où, dans son ergonomie, on va pas retrouver énormément de boutons, mais l'essentiel est là, et l'essentiel est très bien placé. Que ce soit le bouton d'ISO, le bouton de menu rapide, le bouton Q, le bouton REC, tous les boutons sont là. En même temps, il n'y en a pas de trop, et ils sont tous très bien mis. La reconnaissance des yeux, je sais pas ce que tu en as pensé, si tu l'as testé en vidéo, mais en photo. Un exemple suivra. Hein. En photo, elle est juste géniale. Là où sur d'autres boîtiers de chez Fuji, j'ai eu de temps en temps des petits problèmes, dans le sens où sur une dizaine de photos, j'en ai peut-être une ou deux de ratées. Ici, avec ce XS10, elles sont toutes bonnes. La reconnaissance des yeux et la reconnaissance des visages, du coup, est vraiment excellente sur ce boîtier. Et je l'ai trouvé vraiment, en résumé, très complet. Si vous cherchez un boîtier photo, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Son autonomie est bonne, même si c'est une batterie qui a fait son temps, qui est la même que celle sur des XT3, XT30, X Pro 3, etc. Mais l'autonomie est vraiment. Il y a une bonne gestion. Ouais, effectivement. La prise en main est excellente. Le positionnement des boutons, génial. Et au sein du boîtier, il y a tout ce qu'il faut. On a une très très bonne dynamique, une bonne montée en ISO, jusqu'à du 3002, voire peut-être 6004 si on arrive à le gérer après en post-prod. À savoir que du coup, Lightroom vient de faire sa mise à jour pour gérer les RAW du XS10. Et donc vraiment, voilà, c'est de mon ressenti, c'est vraiment un boîtier très complet et pour autant très compact et très léger. Ouais, c'est clairement ça. Alors Mouad a une très bonne question. Alors Mouad, reste tout au long du webinaire et sur les 10 petites minutes, on prendra la peine en tout cas de répondre à ce genre de questions. Donc je t'invite vraiment à reposer cette question-là juste sur la fin. C'est le genre de questions qu'on répondra vraiment avec plaisir et que j'ai justement incité donc à poser et on y accordera les 10 petites dernières minutes par rapport à ça. Okay. Alors je vais revenir ici en plein écran. Donc ok. Alors ici ça, c'était pour la partie photo. Et moi, mon ressenti que j'ai en fait par rapport au Fujifilm XS10, c'est que en plus d'être un boîtier accessible, c'est surtout le fait que je me rends compte que ce boîtier va aider énormément de futurs créateurs. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être en contact avec pas mal d'utilisateurs via la chaîne YouTube, je me rends compte que ce soit d'un point de vue vidéo ou photo, les gens ne sont pas arrivés dans la photo ou dans la vidéo parce qu'ils aimaient la photo ou parce qu'ils aimaient la vidéo, mais ils sont arrivés là-dedans parce que ils aimaient la gastronomie, ils aimaient l'astronomie, ils aimaient le sport, ils aimaient de l'art et ils voulaient partager en fait leur passion. Et ces personnes-là justement ont développé un attrait envers la photo parce que certains voulaient partager de l'architecture, certains voulaient partager des activités sportives et donc c'est comme ça qu'ils arrivent généralement d'un point de vue photo ou vidéo et c'est mon propre cas. En ce qui me concerne, je suis arrivé dans la vidéo parce que je voulais tout simplement partager mes voyages. Au départ, c'était ça. Je voulais justement pouvoir enregistrer mes différents voyages et le partager aux différents membres de ma famille ou autres. C'est comme ça que je suis arrivé dans la vidéo. Et ici, en fait, je retrouve un compagnon qui va juste être parfait pour justement les futurs créateurs d'un point de vue vidéo. On retrouve cet écran orientable qui est présent. On a de la stabilisation sur 5 axes. Je vais vous montrer après le résultat qu'on obtient avec cette stabilisation. C'est assez dingue. On s'est filmé jusqu'en 4K DCI. Donc, DCI, c'est de la 4K supérieure à la Ultra HD. Donc, c'est un format de fiction. Pour celles et ceux qui veulent développer en tout cas une certaine passion pour la fiction,
on y est. On peut filmer jusque 240 images par seconde en Full HD. De nouveau, j'ai des exemples à vous partager. C'est assez impressionnant en tout cas de voir ce qu'il y a comme capacité. On peut en plus filmer ces 240 images par seconde en continu pendant 3 minutes. Je vous cache pas que le fichier qui suit par après est juste dingue. On a du 120 images par seconde jusque 6 minutes. On a de l'enregistrement interne qui est dedans, qui est en 8 bits et qui peut se développer en 10 bits d'un point de vue enregistrement externe. Alors, une petite explication par rapport à ça, eh bien, ça veut tout simplement dire que sur un enregistrement vidéo en 8 bits, on a 256 déclinaisons de rouge, 256 déclinaisons de vert, 256 déclinaisons de bleu. Ce qui nous fait une combinaison totale un peu plus supérieure à 16 millions de couleurs. Ça, c'est pour l'enregistrement interne. Et on a, comme je disais, une possibilité d'enregistrement externe via un enregistreur externe qui va passer en 10 bits. Et là, les combinaisons de couleurs, on va passer sur 1024 nuances de bleu, 1024 nuances de vert et 1024 nuances de rouge pour un total qui va dépasser le milliard de combinaisons de couleurs. Donc, je vous cache pas que toutes les personnes qui vont s'amuser, par exemple, à faire des incrustations sur du fond vert, eh bien, c'est juste parfait. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va vouloir se filmer, par exemple, en train de jouer à des jeux vidéo et avoir une incrustation derrière en fond vert, eh bien, elle s'est arrivée. Donc, on a une dynamique qui est pour moi quasiment égale au Fujifilm X-T4. On va retrouver du log, donc qui permet de prendre toute la plage de dynamique du capteur. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est génial parce que c'est mettre entre les mains de Monsieur Tout-le-Monde une petite bombe. C'est ça que j'apprécie vraiment avec celui-là. Alors, avec la stabilisation Fuji est au même niveau Sony, mais moins cher et avec beaucoup plus d'atouts. Eh bien, par rapport à ça, Umberto, je vais justement vous proposer de vous passer ici un petit exemple justement de la stabilisation optique. Alors, vous allez voir que l'exemple que je vais vous jouer ici reprend avec l'exemple avec le Fujifilm 56 mm. C'est un objectif qui n'a pas justement de stabilisation optique. Donc là, on va juste travailler sur la stabilisation capteur et vous allez voir que le résultat est assez impressionnant. Je vous joue ça de suite. Alors, suivant le navigateur sur lequel vous êtes, vous allez peut-être devoir appuyer sur le bouton play, sinon ça va directement se lancer par rapport à la vidéo. Alors, hop, voilà, et je vous lance ceci ici. Voilà, donc comme vous voyez ici, on a quelque chose vraiment qui est génial au niveau de la stabilisation capteur et qui permet justement de faire un boulot de dingue, surtout en particulier lorsqu'on est avec un objectif non stabilisé, comme justement le 56 mm de chez Fujifilm. Alors, donc ici je lis, Fuji s'est beaucoup inspiré du concept Nikon Z50 mais en mieux, IBIS et écran totalement orientable. Le boîtier totalement fini ici. Ouais, et très très complet. Ouais, exactement. Pas le cas malheureusement. Alors, il manque un peu d'objectifs par rapport à Sony qui est ouvert sur Sigma, Tamron, etc. Alors, Patrick, c'est génial que tu dis ça. C'est génial que tu dis ça parce que justement, ça va me permettre de montrer quelque chose ici à l'écran. Je quitte. Je fais un pas sur le côté. Alors, ici, par exemple, sur mon Fujifilm X-T4, eh bien, je peux vous donner un retour d'utilisateur. Il est sur le Fujifilm X-T4, mais je l'ai testé sur le Fujifilm X-S10. J'utilise ici le Sigma 1835 en monture EF, qui est monté avec une bague d'adaptation avec la Fringer, la EF X Pro version 2. Et on a un contrôle complet sur justement tout le parc optique, par exemple, en monture EF. Et c'est juste parfait. En plus, sur cette petite bague d'adaptation, on a la prise en charge de l'autofocus, ainsi que la prise en charge de la stabilisation optique s'il y en a. Et le réglage de l'ouverture se fait par cette petite roue crantée qui est juste ici. Vous entendez le délicat bruit, et qui permet justement d'ouvrir tous les objectifs en monture EF. Donc ici, je le retrouve avec le Sigma 1835, qui est juste génial. Donc pour moi, le fait que le parc optique n'est peut-être pas encore aussi grand que d'autres marques comme Sony, ça ne me pose aucun souci, parce que voilà, maintenant je commence
à être avec ces bagues d'adaptation qui fonctionnent super bien. Donc voilà. Damien, maintenant que vous êtes sur les specs, à combien est le bitrate maximum? Alors, on est sur un bitrate maximum de 200 mégabits seconde, ce qui honnêtement est très bien par rapport justement aux 8 bits. Faut pas forcément plus pour de l'enregistrement interne. Je confirme le 1835, ça fonctionne du feu. Pour ceux qui veulent des vrais focales ciné, je conseille les micro. Ouais, exactement. Et alors, ouais, voilà. Donc ça fonctionne très très bien ici avec les bagues d'adaptation. Pour celles et ceux évidemment qui veulent faire une transition justement, si vous êtes sur du Canon et que vous voulez passer sur du Fujifilm, eh bien vous savez le faire justement avec une bague d'adaptation comme celle-ci. Dans un choix pour objectif en vente avec XC1545, 1680, f4, 1855, qu'est-ce que vous conseillez? 1680, moi c'est celui que j'ai utilisé dans la plupart des situations lors de mes tests, et je vous montrerai les photos juste après. J'ai utilisé 3 objectifs, le 56-1.2 parce que c'est juste mon préféré de chez Fuji, il a une qualité d'image qui est juste magnifique. Le 1680 f4 par sa praticité, c'est vraiment un objectif qui est très pratique, qui va d'un grand angle jusqu'à un petit téléobjectif avec une très bonne ouverture, avec une stabilisation, un autofocus dingue. Et le troisième que j'ai utilisé, qui n'est pas de chez Fuji, c'est le Samyang 12 mm f2. C'est un objectif totalement manuel, pas de stab, pas d'autofocus, évidemment l'ouverture qui se règle via l'écran, comme chez Fuji dans tous les cas. Et dans tous les cas, dans tous les 3 objectifs que j'ai utilisés, franchement, je trouve qu'ils se complètent bien. Et tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, des objectifs compatibles, Sigma, etc. Ouais. Je trouve que Samyang sort de plus en plus d'objectifs pour Fuji également et qui sont de très très bonne qualité à un prix pas cher du tout. Pour vous donner une idée, le 12 mm f2, je l'ai acheté neuf, 200 €. Ouais, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de marques aussi Viltrox qui commencent à développer pas mal d'objectifs en monture F. Donc le parc en fait ne se limite plus justement aux objectifs Fujifilm, mais il s'agrandit énormément et toujours en monture FX. Et je confirme ce que tu dis, le 1680, il est juste extraordinaire. En plus, c'est une optique qui est stabilisée. Là, dernièrement, j'ai eu un peu de curiosité, mais je ne sais pas s'il sera bientôt disponible, sur le 10-24 en version 2. Et moi aussi. On a vu le même. Exactement. Là, par exemple, on est en train de se filmer. Là, ce qui nous sert de webcam, c'est le Fujifilm X-T3 avec justement le 10-24 en version 1. Mais ils viennent de développer la version 2 et honnêtement, je suis assez curieux. Ça me correspondrait mieux parce que je suis déjà à sortir quand il pleut aussi. Ouais, exactement. Alors, avant d'enchaîner sur la question qui est là, vu qu'on a mentionné plusieurs fois l'autofocus, je propose de vous montrer ici un petit exemple justement des possibilités au niveau de l'autofocus. Je me suis filmé et alors je vais directement faire ça. Donc en autofocus continu, je vais vous jouer ici le petit passage et comme ça vous pouvez voir des performances qu'on a. Alors si jamais je me suis filmé avec le Fujifilm 50 mm f1. J'ai adoré cet objectif-là. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le tester. Non, pas encore. Bientôt. Ça va arriver. Objectif extraordinaire. Et alors, ce qui est important à mentionner ici, et moi, c'est un autre YouTuber qui me l'a appris. Peut-être que certains le connaissent. C'est un Anglais, Philip Bloom. Il a rappelé l'importance par rapport à Fujifilm de peaufiner tous les réglages de l'autofocus dans son boîtier. Et c'est ce que j'ai fait avec le XS10. J'ai peaufiné les vitesses de suivi et de transition pour justement obtenir quelque chose qui répondait vraiment. Donc, ça se peaufine suivant à tes attentes. Ouais, voilà, ça se peaufine suivant l'objectif que vous avez. Je vous joue l'exemple de suite. Alors, hop, on reprend directement ici. Alors, hop, il y a Alexandre. Qu'en est-il de la stabilisation avec les objectifs déjà stabilisés? Est-ce mieux ou là aucune amélioration visible? Pour le X-T4, ne constatait aucune amélioration. Ça dépend en fait du type de stabilisation que tu vas prendre. Si tu ajoutes en plus la stabilisation, la lock stabilisation qui te fait vraiment office de trépied, si tu vois quand même une petite différence avec les objectifs qui sont stabilisés. Donc si. Pour celles et ceux qui sont passionnés de vidéo, regardez ici ce que j'ai monté sur le XS10. On retrouve ici l'optique MK Cine Lens 50-135. C'est ça que je vous dis qui est génial parce que avec un boîtier comme celui-ci,
On peut très bien mettre de l'équipement, comme ici les optiques Ciné MK. Vous lui mettez un enregistreur externe avec ça. Vous avez un compagnon ici pour des interviews professionnelles qui est juste extraordinaire. Avec un boîtier entrée de gamme, vous allez savoir évoluer avec le temps. C'est ça que j'adore en fait. C'est vraiment ça que je suis fan. Alors, il y a aussi Artisan en manuel, Laowa, Mitacon. Tout à fait. Ouais, exactement. Ben ici, Pierre vient de sortir son petit Samyang. C'est vraiment donc, je vais te mettre là. Samyang 12 mm f2 cherche absolument un grand angle à très grande ouverture, notamment de la Voie lactée. Et sincèrement, vu son prix, je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors, effectivement, c'est du tout manuel, mais ce que j'aime bien chez Fuji, c'est leur focus picking. Je le trouve beaucoup mieux fini que chez d'autres marques. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas, je suis daltonien et j'accorde une assez grande importance au focus picking, surtout pour changer l'intensité et la couleur, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres marques. Ici, du coup, j'ai pu le paramétrer en blanc. Pour vous donner une info, si jamais le focus picking est en rouge et que je vais faire une photo en manuel sur une forêt, par exemple, je ne vais pas voir le focus picking rouge sur la verdure. Donc, si c'est vraiment important pour moi de pouvoir changer la couleur et l'intensité. Et ici, même à 12 mm f2 ou à 56 mm 1.2, là où la zone de mise au point est vraiment toute fine, le focus picking aide vraiment à faire la mise au point correctement. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le focus picking, en fait, c'est tout simplement un surlignage au niveau de l'image qui permet de voir justement la zone qui est nette. Alors, lui, par exemple, il a donné son exemple du fait qu'il soit daltonien. Mais donc, dedans, on va retrouver des couleurs comme blanc, jaune et roux. Bleu aussi, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Bleu je aussi. pense qu'il y a vert également, il me semble. Alors, ce qui est génial, si vous n'êtes pas daltonien, c'est tout simplement le fait que vous allez utiliser une couleur qui va contraster, par exemple, avec votre scène. Donc, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez justement à filmer quelqu'un sur un fond blanc ou qui est habillé en blanc, ben n'utilisez pas le focus picking en blanc, mettez-le en rouge. Donc voilà, ça c'est l'utilité d'avoir toutes ces couleurs-là. C'est pas pour un choix personnel, c'est pas vous dire je mets rouge parce que j'aime bien le rouge. Non, vous allez justement utiliser une couleur qui sera utile, adaptée à la situation. Voilà. Qu'en est-il aussi de la tropicalisation? Alors le boîtier ne l'est pas. Ouais, voilà, David l'a précisé ici. Le boîtier ne l'est pas. Est-ce que ça te pose un problème à toi? Alors, le boîtier ne l'est pas et l'objectif ici ne l'est pas, le 56 mm 1.2. Pourtant, je suis le premier à sortir quand il pleut, même avec du matériel qui n'est pas tropicalisé. Juste. Petit fun fact, j'ai près de mon boulot ouais. Une forêt où je pars très souvent le temps de midi histoire de faire un peu des photos dehors. Je suis parti avant la sortie du XS10 avec le XT4 et le 56 mm 1.2, je me suis ramassé ce qu'on appelle une superbe drache sur la tronche. Le boîtier dégoulinait, je l'ai pris en Insta Story en identifiant Fuji dedans d'ailleurs, en rigolant un peu en disant « vous en faites pas, ça tient ». J'ai directement eu monsieur ici qui m'a dit « qu'est-ce que tu fais, ton boîtier et ton objectif n'est pas tropicalisé ». C'est pas grave, du moment que tu le trempes pas dans l'eau, sincèrement, ça fonctionne. Il faut pas avoir peur, ça n'est pas parce que le XS10 est annoncé comme non tropicalisé qu'à la moindre goutte d'eau dessus, le boîtier va exploser. Ça n'est pas le cas du tout. Je n'ai pas eu la chance, si je peux appeler ça comme ça, de le tester sous la pluie, mais je suis persuadé que si je devais le faire, il n'y aurait aucun problème. Ouais, je vous le garantis sur le 56 1.2, je vous le garantis sans aucun doute, et sur le XS10, c'est pareil. Ouais, j'ai été assez étonné quand j'ai vu ça. Mais moi, en fait, du coup, par rapport à la tropicalisation, j'ai changé mon point de vue il y a plus ou moins 10 mois, je pense, sur la tropicalisation de façon générale sur les boîtiers. Parce que justement, le fait que je me construis un parc optique, que ce soit en objectif vintage ou en objectif à monture EF, et que je sélectionne vraiment les objectifs qui m'intéressent au plus dans la monture FX, eh bien, fait que de toute façon, ici, mon XT4 a beau être tropicalisé, eh bien, de monter avec le Sigma 1835 et la bague, ça me le rend non tropicalisé au final. Donc, moi, c'est quelque chose que maintenant... Tu te forces. Déjà, j'essaie de faire un tout petit peu moins attention à mon matériel, mais ça, j'ai du mal. Mais c'est simplement le fait qu'à l'heure actuelle, oui, je me tracasse un peu moins de la tropicalisation. Donc, voilà ce qu'il en est. Je ne sais pas si tu as des exemples qu'on veut montrer ou alors si j'enchaîne sur mes exemples. On peut en montrer quelques-uns ici en photo. Exactement. Alors, hop, tu me dis quelle slide? La première peut-être? La première pour commencer. La première, je vais la mettre en plein écran. Voilà. Alors ici, du coup, ce que j'ai vraiment bien aimé dans tous les boîtiers Fuji, mais encore plus dans ce XS10, c'est les simulations de film. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Ici, je vous ai pris 2 photos prises avec le XS10 et le 56 mm 1.2. À gauche, vous avez du coup une simulation de film qui
si je ne me trompe pas, est du classique chrome. Je l'ai un petit peu arrangé à ma façon, j'ai un petit peu plus contrasté, j'ai mis un petit peu de grain, parce que j'aime beaucoup le grain, le rendu du grain chez Oui, Fuji. il Je va, il trouve va très très magnifique. bien, je confirme. Ouais. Et à droite, vu que le webinaire a été reporté, Lightroom a fait sa mise à jour entre-temps, donc j'ai eu le temps de développer les RAW. On va en parler un petit peu après parce que la dynamique est vraiment excellente. C'est vraiment pour moi une excellente surprise dans Ouais. ce boîtier. Comme ça, vous avez un petit peu la différence. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes photos. J'ai pas essayé avec le RAW de le développer de la même manière qu'avec la simulation de film. C'est juste un autre traitement, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en interne dans le boîtier et puis en externe. Sans Donc, problème. dans le deuxième. Tu voulais qu'on enchaîne peut-être sur l'autofocus Oui, bah tu ouais, peux. hein. Voilà. Ici, du coup, donc j'ai vraiment, je me suis vraiment essayé au portrait avec. Je me suis essayé dans le sens où c'est ma chérie qu'on voit ici et elle n'aime vraiment pas le portrait, mais dans cette période de confinement, je ne pouvais pas sortir ni en ville ni demander à quelqu'un d'autre. Donc, sincèrement, j'ai vraiment bien essayé le high autofocus qui, à mon sens, à la sortie du XT4 était vraiment pardon, une bonne surprise, mais avait encore quelques déchets. Ici, avec ce XS10, je ne sais pas ce qu'il en a en vidéo, mais en photo, il est vraiment excellent au niveau de toutes les autres marques et même un cran au-dessus. Elle a pourtant marché vers la caméra et puis elle a reculé de gauche à droite en se retournant, son visage caché par ses cheveux, des fois même en sortant du cadre et en re-rentrant. Le boîtier ne l'a jamais lâché et sur 250 photos que j'ai pu prendre, je n'ai eu quasiment, enfin j'ai eu à mon avis moins de 10 déchets quoi. Et sur Et est-ce que 250 tu photos, c'est avais un génial. peu personnalisé Pas le... du tout. Non, tu as laissé J'ai vraiment... laissé tel quel. Ok, d'accord, ok. Donc ça c'est vraiment excellent. Ouais. J'enchaîne peut-être sur la dynamique. Ouais, donc on y est. Et pour terminer, cette photo-là, du coup, est Ah, prise c'est vrai avec qu'elle parle bien au niveau de la dynamique, le celle-là. 12 mm, donc le 12 mm f2 que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai vraiment voulu mettre ces photos en avant parce que on a vraiment ici sur le haut de l'image le ciel qui était très lumineux et sur le bas de l'image un espèce de champ de fougères qui était vraiment caché à la fois par les arbres et par tout simplement le soleil qui commençait à tomber. Et là, c'est un RAW qui est développé. J'ai vraiment pu dans Lightroom aller rechercher dans les ombres et dans les hautes lumières vraiment énormément d'informations sans avoir de déviance colorimétrique, sans avoir de grain qui apparaît dans l'image. C'est vraiment, pour un boîtier de ce niveau-là, très impressionnant, je trouve. Ouais, moi, ça me fait... Je vais revenir ici sur nos deux petites têtes. Ça me fait vraiment réfléchir sur le fait, je vais enchaîner après sur la dynamique, moi, mais d'un point de vue vidéo, ça me fait vraiment réfléchir sur le fait de me dire que, parce que les chiffres d'un point de vue dynamique ne sont pas communiqués à l'heure actuelle, mais de me dire qu'on a quasiment la même plage de dynamique qu'avec le XT4 au Ben, j'en final. suis pas loin. En photo, j'en suis vraiment pas loin Ouais, du tout. ben, je me pose exactement la même chose en vidéo, je vais vous montrer. Je vois Alexandre qui dit comment est là, il autofocus sur les primes, donc comme le 56-1.2 sur le XT30, c'est pas top top. Ici, Ben, nickel. En photo, nickel sur le 56.1.2. C'est là où j'ai eu le plus de déchets et c'est normal parce qu'à 1.2, c'est normal d'avoir du déchet, mais j'en ai eu beaucoup moins qu'avec le XT4 par exemple. C'est là où je me dis qu'il y a eu vraiment eu une différence au niveau processeur ou quoi, j'en sais rien du tout, mais il y a vraiment une différence entre les deux boîtiers parce que le XS10 s'accroche bien mieux. Donc, et même avec le 56.1.2 évidemment. Ben, je sais pas, Alexandre, si tu as vu la vidéo que j'ai fait défiler avant, justement, pour montrer les performances de l'autofocus, mais c'était avec le 50 mm f1. Donc, ça suit nickel. Mais j'insiste vraiment sur le fait que suivant l'objectif que vous allez utiliser sur vos boîtiers Fujifilm, il faut vraiment jouer et personnaliser la vitesse de suivi et la vitesse de transition. Faites vos propres essais, faites-le. Et honnêtement, vous allez, pour celles et ceux qui auraient pu mettre un tout petit peu de côté l'autofocus chez Fujifilm, vous allez le réutiliser. Ouais. Moi, je me suis vraiment pris au jeu avec ça et je suis agréablement surpris. Alors après, suivant les objectifs que vous allez utiliser, le 56 mm f1.2, on le sait que les moteurs sont un peu lents de toute façon, donc il faut vraiment adapter par rapport à ça. Donc, je vais enchaîner moi ici par rapport à la plage de dynamique. Je vais vous jouer une petite vidéo donc que j'ai tournée dans laquelle donc j'ai pris une référence d'exposition de base qui était une exposition correcte par rapport à ma teinte de peau et mon visage. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ensuite surexposé mon image de 3 stops, de 3 diaphes, et j'ai sous-exposé mon image de jusque 3 diaphes, et j'ai à chaque fois essayé de récupérer le même niveau d'intensité de lumière. J'ai essayé de tout égaliser pour qu'on puisse voir exactement ce qui peut se perdre dans les hautes informations, dans les hautes lumières, et ce qui peut se perdre dans les basses lumières, et surtout ramener du bruit. Donc, je vous joue le petit extrait de suite. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, la dynamique d'un point de vue vidéo est juste dingue. Et au plus je publie ce genre de test, en tout cas sur ma chaîne, au plus je me rends compte qu'il y a vraiment des personnes qui sont contents de voir justement ces informations-là, parce qu'ils peuvent se rendre compte qu'il est possible d'un point de vue rattrapage s'ils viennent à sous-exposer un plan ou à surexposer un plan. Et surtout, ça permet aussi de se rendre compte comment exposer du log. Pareil, je vous montrerai après un petit fichier sur du log. Mais voilà. Alors j'ai Damien ici qui me dit, tu étais en autofocus continu. Oui, j'étais en autofocus continu sur le test que j'ai montré avec le Fujifilm 50 f1. Tu penses que c'est jouable avec Fringer? J'utilise toujours le manuel pour ma part. Alors ça va dépendre de l'objectif. Moi je trouve qu'avec le Sigma 18-35, ça répond pas mal. Par contre, j'ai testé avec le Canon 100 mm en version macro. Ben, c'est une catastrophe. Même faire simplement le point, il n'y a pas une bonne communication entre les deux. Donc celui-là, je vais l'utiliser en manuel. Donc ça va jouer aussi suivant l'objectif qu'on va utiliser. Avec le Sigma 18-35, honnêtement, moi, du peu que j'utilise en autofocus continu, parce que je suis plus en autofocus single avec le Sigma 18-35, ça va. Mais j'ai pas développé encore les tests. Je dois encore un peu plus m'amener là-dessus. Honnêtement, je me suis seulement commencé à m'intéresser à l'autofocus depuis qu'on a le XS10. Je m'étais jamais intéressé à l'autofocus avant. Même sur le XT4? Même sur le XT4, c'est parce que j'avais une idée en tête avec le XS10 et le Fujifilm 50 mm f1 que j'ai commencé à m'intéresser à l'autofocus et que je me suis dit, bah ouais, ça fonctionne pas mal au final. Bah ouais. Ouais, ça fonctionne pas mal. Je te le dis déjà depuis longtemps. Bah ouais, c'est, voilà. Donc, alors, on va continuer. X Pro 3, XT4, X100V, XS10 sont les mêmes processeurs, même génération. Ok, donc meilleur que le XT30. XT30 que j'avais essayé, toi aussi, je pense, et on avait adoré. Et on retrouve la même sensation, en tout cas ici avec le XS10. Ah, mais plus abouti encore, je trouve. De par sa prise en main et de par ce qu'il y a à l'intérieur. Autant le XT30, j'en voyais assez vite les limites de par mon utilisation de boîtiers un peu plus haut de gamme. Autant là, je suis habitué à du XT4 et à d'autres boîtiers, même dans d'autres marques plus haut de gamme. Et je suis pas embêté d'utiliser un XS10. Si demain je me retrouvais uniquement avec ce boîtier-là, ça m'ennuierait pas. Ah, moi, je sais me débrouiller complètement avec ça. Hein. Ouais, tout à fait. Je sais me débrouiller complètement avec ça. Parce qu'encore une fois, comme je dis, c'est un boîtier qui offre énormément de base, mais qu'on sait accessoiriser et développer énormément en vidéo. C'est dingue, quoi. En vidéo, c'est juste dingue. Franchement. Ouais, exactement. Alors, évolution par rapport au XT3 et XT30 légère. Bas ISO et autofocus maintenant, le XT3 rattrape avec le dernier firmware. Ouais. Je crois que je me suis noté, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Fujifilm a d'ailleurs refait un rappel sur la page Facebook Belgique qu'il y a une mise à jour qui est sortie pour le XT3. Noël, hein. C'est Noël. Ça me fait 5 fois que je me note en rappel en disant, David, il faut que tu fasses la mise à jour, ne tarde pas, fais-la, teste, et je l'ai pas encore fait. Je dois absolument le faire. Voilà. Alors, info sur un XT40 pour garder des molettes. Alors, Alexandre, d'un point de vue personnel, pour moi, dans ma tête, c'est comme si c'était un XT40 en vrai. Je sais pas si tu as la même sensation que moi. Je sais pas. Je ne sais pas. Je retrouve quand même pas l'esprit Fuji dans le sens où il fait que le XT4 c'est vraiment ce truc avec les molettes, moi, que j'aime énormément. Ouais. Et au final, là où au début, je pensais perdre du temps à me dire non, mais attends, il faut déverrouiller, mettre la vitesse et tout. C'est juste une autre approche de la photo. J'en ai parlé dans une vidéo où je comparais l'utilisation avec du Sony et Fuji. Et pour moi, finalement, je prends peut-être un peu plus de temps avant de faire la photo, mais une fois qu'elle est faite, elle est bonne. Tandis qu'avec des boîtiers plus classiques, comme on peut retrouver avec ce XS10, je vais du coup beaucoup plus prendre de photos. Et puis du coup, je me retrouvais peut-être avec 100 photos et à en avoir 2 de bonnes dedans. C'est vraiment pour moi une toute autre approche. Que en vidéo, évidemment, je peux comprendre que tu préfères, à mon avis, ceci. Oui, alors. Que plutôt les ouais, moi, je vous cache pas que j'ai quand même parce que forcément, étant des personnes externes à Fujifilm, on est là pour vous dire du bien, mais aussi du mal. Il y a un défaut que je lui reproche, mais ça, c'est une frustration qui, j'espère, sera corrigée dans les prochaines mises à jour. C'est qu'ils ont été extraordinaires chez Fujifilm. Ils ont proposé ici sur la petite molette C1, C2, C3, C4, qui sont 4 préconfigurations que à chaque fois que vous allez switcher, ça va vous amener d'autres réglages. C'est génial. Il était vraiment temps d'avoir ça. C'est possible que pour la photo. Ils l'ont pas développé pour la vidéo. Alors ça, c'est une très grosse frustration pour moi, mais c'est le seul, d'ailleurs dans le test que j'ai publié sur ma chaîne, c'est le seul défaut que je lui reproche. C'est le fait qu'à l'heure actuelle, C1, C2, C3 et C4 ne sont pas justement disponibles d'un point de vue vidéo. Mais
on ne sait jamais, avec une future mise à jour, ça peut très bien arriver. Ah, j'ai un autre défaut, moi. Je pensais que ça allait y venir, mais c'est vrai qu'en vidéo, le viseur est un poil petit et pour les porteurs de lunettes, c'est un peu compliqué. Ouais. Je trouve tu as une meilleure sensation avec le XT4 par exemple. Le viseur est beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable. Il n'y a rien à faire sur un boîtier compact. C'est pas grave dans le sens où le viseur reste quand même tout à fait acceptable. Et puis on a l'écran dans tous les cas. Mais quand on est habitué à des viseurs un peu plus grands, je trouve qu'il y a une vraie différence. Maintenant, c'est le même type de viseur qu'on retrouvait sur un XT30. Ouais. C'est vraiment la même taille globale. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. J'avais peur au niveau de l'autonomie, sincèrement, en me disant flûte, ça n'est qu'une ancienne batterie. Finalement, ma peur, moi, a été un peu changée et je trouve que l'autonomie est très très bien gérée. J'imagine qu'en vidéo aussi. Ouais, l'autonomie, honnêtement, franchement, c'est génial. Il y a une gestion, à mon avis, des composants dedans qui fait que voilà, on garde une autonomie qui est excellente. Kevin qui dit aussi, je valide, mettez du C1 à C4 pour la vidéo, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est vraiment, en plus, 4 préconfigurations, c'est génial. Donc, ça permettrait de passer, par exemple, tu peux en mettre deux Full HD. Oui, deux Full HD, une en 120 images par seconde, une en 240 images par seconde. Après, on retrouve de la 4K qui sera, par exemple, à 30 images par seconde et l'autre qui va être à 24 images par seconde. Donc oui, ça serait vraiment génial d'avoir ça. Ouais, exactement. Ça pourrait être cool. Il était temps pour l'autonomie. Mon XT2 tient 3 heures maxi. Jamais essayé du XT2, donc je sais pas si. Je suis arrivé chez Fuji avec le XT3 aussi, donc. Ouais, exactement. Alors, on va maintenant, plutôt partir sur un XT3 d'occasion ou un XS10 9. C'est une question que je vais avoir ça. Pour un étudiant en architecture, donc photo de rue, bâtiment et voyage principalement. C'est une question qu'on m'a aussi posée. Et en fait, tout dépendra des priorités que tu auras. Si tu as une priorité, par exemple, sur la stabilisation capteur, c'est intéressant d'avoir le XS10. Si tu me dis ici donc pour un étudiant en architecture, donc photo de rue. Alors, en fait, je vais te montrer un simple petit exemple. Je vais prendre le tien. Tu vas vouloir te retrouver justement à photographier un bâtiment et tu vas vouloir prendre vraiment le top du bâtiment. Tu vas t'agenouiller, tu vas te positionner. Tu vas directement mettre ton boîtier comme ceci ici, tu vas le mettre contre le mur et tu vas tourner ton écran pour justement avoir un visuel. Avec le XT3, même s'il a un écran orientable, tu n'auras pas cette possibilité d'orienter l'écran jusque cette inclinaison-là en fait. Donc, c'est-à-dire que pour certaines situations, l'écran orientable peut vraiment être pratique. Même chose, tu vois, tu pourrais quasiment regarder comme ceci ici et voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est un exemple concret par rapport à toi où l'écran orientable est un plus. Donc, il faut vraiment que tu te mettes sur papier quelles sont les priorités pour toi. Si tu as une priorité pour la stabilisation capteur et pour l'écran orientable, alors le XS10. Si pas, la question est vraiment ouverte et ça, c'est un peu à toi de voir. Le XT3 est encore extraordinaire selon moi à l'heure actuelle. C'est pour moi un boîtier que je recommande toujours parce qu'il offre des super bonnes performances en vidéo qui vont être supérieures par exemple au XS10. Donc ça sera un peu à toi de voir justement les priorités que tu vas avoir. Parce que si j'ai bien vu, ça n'est que de la photo, il me semble. Que de la photo, ouais. C'est vraiment compliqué comme question. Moi, je partirais personnellement sur le XS pour la stabilisation, qui pour moi est un facteur très important parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser que lorsque je ne l'ai plus, j'ai par exemple pour le moment en prêt le X100V, un boîtier que j'adore mais qui n'est pas stabilisé. J'ai tendance à descendre à 1/60e, 1/30e de seconde en oubliant qu'il n'y a pas la stabilisation. Et ça te fait gagner des diaphes, il n'y a rien à faire. Hein. Là, une photo à 1/30e de seconde, tant que tu n'as pas pris 4 cafés avant, ça passe tranquille. Ouais. Et du coup, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser et je ne sais pas avec quoi tu prends des photos pour le moment, mais ne fût-ce que si c'est avec ton téléphone, n'oublie pas que c'est stabilisé numériquement. C'est très mauvais comme stabilisation, mais c'est quand même présent. Et donc, du coup, on est tellement habitué à ça que le fait de ne plus l'avoir, c'est un petit handicap. Et puis, c'est un boîtier tellement pratique. C'est vrai que ça, c'est génial. Alors, effectivement, le viseur est sans doute moins bon que sur le XT3, mais à part le viseur, je vois pas ce que le XT3 pourrait apporter de plus. La prise en main avec les molettes, effectivement, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, le XT3 est là pour toi. Mais si c'est comme premier boîtier, je pense qu'il va plus. Tout dépend en fait des priorités que tu vas avoir. L'avantage, c'est que d'un point de vue vidéo, le boîtier est évolutif. C'est ça qui est vraiment pratique. C'est ça qui est vraiment génial. Alors, XS10 Viewfinder. Ah oui, donc je vois que c'est bien. L'équipe de Fujifilm nous aide à répondre en même temps pendant qu'on parle de certaines choses.
Il faut noter, du coup, pour le C1, C2, C3, C4. Ouais, exactement. Mais ça, j'ai déjà ramené l'information si jamais. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais vous jouer ici. C'est hors sujet. Je vois pas ça dans les commentaires, mais je vais me faire un petit plaisir. Je vais vous jouer ici un petit extrait. Je regarde. On va avoir, et je regarde et je vois que ça n'a pas été mis. C'est pas grave. Je vais vous jouer ici un petit extrait où on voit justement les différentes possibilités avec le F-Log, où vous allez voir l'image brute et étalonnée. Ouais, le F-Log, ça reste magique. Et même ici sur du 8 bits, rappelez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure la particularité du 8 bits, donc 256 déclinaisons de rouge, de vert, de bleu, etc. On obtient quand même une image qui est géniale. Je vous joue ici un petit extrait. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne, en tout cas, quand on étalonne correctement. Regardez en espérant évidemment que la compression YouTube ne soit pas trop catastrophique et que votre écran est plus ou moins calibré. Regardez les résultats au niveau des teintes de peau. Moi, je l'ai développé avec mon propre LUT, donc qui ramène vers un espace Rec 709. J'espère que je suis pas trop, en tout cas, technique pour certains qui regardent le webinaire. Parce que à l'heure actuelle, il n'y avait pas encore de LUT développé par Fujifilm. J'ai développé la mienne. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc comme vous avez pu voir, je vous ai montré avec deux exemples, ramené vers du Rec 709 normal et aussi avec un LUT que j'avais développé qui est le Classic Chrome, que tu aimes bien. Il est génial celui-là, je suis assez fier. En tout cas, c'est quelque chose qui me remplit énormément de joie parce que j'ai énormément de commentaires positifs. C'est celui qui a mis sur la vidéo sur New York. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment que vous allez voir cette vidéo parce que elle n'est pas faite avec le XS10, elle est faite avec le XT3. 3. Avec le XT3. 4, du coup. Ouais, avec le XT3. Sincèrement, c'est une grosse claque cette vidéo. Ouais, j'avais commencé à la jouer sincèrement sur mon téléphone un jour au matin. J'ai tout arrêté. Je suis descendu la mettre sur ma télévision et je me suis vraiment pris une claque visuelle. Mais surtout que tu revenais l'année passée, tu avais été justement à New York. Tu as vraiment réussi à faire une image cinéma. N'ayons pas peur du mot, c'est vraiment une image cinéma qui claque comme pas possible avec un boîtier accessible en fait. Ouais, et principalement avec le 10-24 dessus en plus, c'est ça. Donc, et avec un boîtier qui n'est pas stabilisé. Ouais, ça fait mal aussi. Un peu de pratique et tout passe en fait. Exactement. Alors, on avait une question tout à l'heure qui était intéressante. Est-ce que les 800 € supplémentaires pour le XT4 apportent quelque chose? Si oui, quoi? Je te laisse répondre d'un point de vue photo, je répondrai d'un point de vue vidéo. D'un point de vue photo et d'un point de vue global déjà pour moi, oui, pour la prise en main. Même si j'adore le XS10, le XT4 est à mon sens un poil plus lourd et assure du coup pour moi une meilleure prise en main. Même si j'aime bien l'ergonomie du XS10, je préfère celle du XT4, mais ça n'est qu'une question de goût au final, juste pour les roulettes qui sont absentes sur le XS10 et qui me plaisent énormément sur le XT4. Au niveau de l'autofocus, au niveau interne de la caméra pour l'autofocus, même si le eye autofocus, la détection des yeux est un poil moins bonne en tout cas, ou a été un poil moins bonne dans ma pratique sur le XT4 par rapport au XS10, sans doute par rapport à un paramètre ou quoi, parce que j'ai cru voir que du coup les processeurs étaient les mêmes. Je trouve l'autofocus global, le suivi d'objets ou le suivi de personnes, plus réactif, plus péchu. Il y a vraiment pour moi une petite différence à ce niveau-là. C'est tout bête, mais dans son ergonomie, par contre, moi, ce que j'aime bien sur le XT4, c'est le switch style movie, le switch entre le mode photo et le switch et le mode vidéo. Je trouve ça vraiment bon. Le double port SD apporte une sécurité quand même. Tu as 2 cartes SD ici sur le XT4, ce qui n'est pas le cas sur le XS10. L'autonomie est quand même bien meilleure sur le XT4. Elle est vraiment folle, l'autonomie sur le XT4. Ouais. En photo, sincèrement, je peux faire 1500 photos sans aucun problème. Moi, surtout avec le battery grip, j'ai 3 batteries dedans, ça ne bouge pas. Franchement, c'est dingue.
Après, évidemment, au niveau des ISO, il va plus loin. Ici, avec le XS10, je suis monté à 3200 sans problème. On pourrait monter un cran au-dessus, mais ça demanderait un peu plus de travail en post-production. Ici, c'est vraiment le cran au-dessus avec le XT4. Je monte à 6400 sans problème. Et j'ai déjà fait des photos à 12008 où il faut aller rechercher un petit peu, effectivement, en post-prod, mais ça va assez vite. Il y a vraiment ce gain en plus. Le XT4 va vraiment un cran plus loin de manière générale que le XS10. Donc c'est vraiment deux boîtiers à l'ergonomie totalement différente. Mon cœur penche pour le XT4, je l'aime vraiment bien, mais de nouveau, ça n'est qu'une question de goût. Dans ce cas-là, je vous conseille, quand ce sera possible, confinement oblige, d'aller en magasin pour les prendre tous les deux en main pour voir lequel vous correspond le mieux. Personnellement, c'est le XT4. Mais dans l'intérieur du boîtier, dans son fonctionnement, je trouve que le XT4 va vraiment plus loin. Autre chose que j'ai failli oublier, le viseur également me correspond mieux sur le XT4. Plus grand, plus confortable. L'œilleton. Oui, l'œilleton est vraiment plus confort, tout simplement. Oui, ben écoute, moi d'un point de vue vidéo, c'est que là, enfin, les limites qui vont s'imposer d'un point de vue interne sur le XS10 et qui vont se développer d'un point de vue externe, donc par rapport au type d'enregistrement, passer de 8 à 10 bits, eh bien, on va les retrouver ici en interne sur le XT4. Donc tout ça va être développé encore un peu plus loin. Là où sur le XS10, on va s'arrêter sur de la 4K à 30 images par seconde. Ici, on va aller jusqu'à 60 images par seconde. Donc, on va de nouveau un peu plus loin. Le double slot au niveau carte SD, ben, toi, tu as d'un point de vue sécurité. Moi, ça va être d'un point de vue pratique. Par exemple, sur ma carte 1, j'ai mes vidéos et sur ma carte 2, j'ai mes photos. Par exemple, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fonctionne. On va retrouver le système des deux molettes qui est présent juste ici et que moi, j'ai directement bypassé. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo pour expliquer comment effectuer ce petit astuce. Je les ai bypassés, ce qui fait que j'ai directement mon réglage d'ouverture devant et mon réglage d'ISO derrière, ce qui est vraiment pratique en tout cas. Et alors, ben, c'est d'un point de vue ergonomique, comme j'ai encore une meilleure prise en main, lorsque je vais devoir changer de configuration, par contre, je dois vite passer de la 4K, par exemple, en 60 images par seconde à de la Full HD en 240 images par seconde. Et bien, par rapport à la prise en main, c'est encore un peu plus rapide. Donc voilà, ça, c'est les différentes fonctionnalités qui vont faire que le XT4 restera une priorité, en tout cas, pour moi. Mais comme je t'ai dit dans mon test en ligne, pour moi, le XS10, c'est en faire un excellent petit frère. Et sur, par exemple, des interviews, mais je vous parle de véritables interviews qualitatives, vous savez faire un double setup caméra sans aucun problème avec le XT4 et le XS10. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur une question. Ouais. Le XT4 est très bien, mais trop cher par rapport à certains full frame, certains plein format. Du coup, sincèrement, je shoot depuis 5 ans avec du plein format. Du coup, fatalement pas chez Fujifilm. En passant sur le XT4, j'avais aussi cet a priori de oui, je passe sur un capteur plus petit, ça va être ennuyant. Pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça, ni dans la qualité d'image, ni dans la montée en ISO, ni dans les focales, parce que du coup, les focales sont adaptées. Je vais jamais trouver un 12 mm. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Je vais jamais trouver un 12 mm pour plein format. Donc, je vois pas vraiment où est le problème. Pour moi, il n'y a que des avantages dans le sens où ceci est un équivalent 85 mm à ouverture 1.4, du coup, en équivalence full frame. Mais de cette taille-là, j'en connais pas. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inconvénient, et surtout pas chez Fuji qui, effectivement, ne développe pas de plein format, mais maîtrise à 100% son côté APS-C. Il n'y a aucun problème au niveau full frame contre APS-C. Il n'y a que l'avantage de l'ergonomie et de la compacité des machines, que ce soit boîtier ou objectif. Donc, sincèrement, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Alors, je vois Alexandre qui dit est-ce que j'ose la question qui fâche? Si jamais on arrive vers la fin de ce webinaire, il n'y a aucune question qui fâche. Je suis content de voir que dans le public, il n'y a pas que il n'y a pas que des utilisateurs de Fujifilm. Je suis super content. Et justement, ça va permettre aussi de voir un peu pour les personnes qui travaillent chez Fujifilm comment en tout cas interagissent certaines personnes et se posent des questions. Donc, il n'y a surtout pas de questions qui fâchent. Faites-vous plaisir. On est là pour ça. On est vraiment externe. On est neutre. On teste pas mal de produits. Donc, allez-y. Il n'y a aucun problème. Est-ce que j'ose la question Canon EOS R 1000 €, Nikon Z6 2000, non, Nikon Z6 Mark II 2000 €. Est-ce qu'aujourd'hui, un non full frame à 800 € se défend encore? Alors, malheureusement, tu as choisi deux très mauvais exemples pour en tout cas comparer. Le R, il n'est pas à 1000 €, c'est le RP qui est à 1000 €. Je pense que c'est le RP qui est à 1000 €. Le R, il est encore aux alentours des 1800-2000. Ouais, le Z6 Mark II, on va peut-être pas en parler. Je pense que ça vaut pas la peine en tout cas. Ils sont passés de 1 à 2 slots.
Ah voilà, oui, exactement. Ils sont Voilà. passés, voilà, exactement. On n'est pas très Nikon malheureusement, surtout moi d'un point de vue, surtout d'un point de vue vidéo. Ils font de très bonnes choses, ils essayent de s'améliorer, mais malheureusement sur leur version Mark II, Je sais pas pourquoi il y a. oui, voilà, Mais on bon, bug on un est peu peut-être par mauvaise rapport à langue. ça, voilà. Mais du coup, pour répondre, est-ce que ça se défend encore? À quel moment ça ne s'est pas défendu? Ouais. C'est ça la question. Pour moi, Fuji a vraiment une âme derrière. Je Ouais, dis pas ça parce ouais, que clairement. on est sur un webinaire ou quoi. Clairement, j'en ai rien à cirer et je pense que même les personnes chez Fuji le savent. S'il y avait quelque chose de mal à le dire, on le dirait. On l'a dit pour le viseur, pour TC1, C2, C3. J'ai testé pas mal de marques et pour ne rien cacher, je shoot encore avec du Sony actuellement en plus du Fuji. Et là où j'aime les boîtiers Sony car ils sont sur le plan technique parfait pour moi, il n'y a pas cette âme Il n'y a derrière. pas. Quand je prends un boîtier Fuji en main, je me retrouve vraiment comme un gosse lorsque j'ai pris mon premier appareil photo en main à découvrir le boîtier. Il y a vraiment ce côté avec le XT4 parce que j'ai plus l'habitude, mais que je pourrais développer avec le XS10 si je le prenais encore pendant 2-3 mois. Il y a vraiment ce côté bel objet déjà, clairement, c'est un objet que j'aime bien, mais vraiment ce côté où je fais ma photo avant même d'appuyer sur le déclencheur. Je vais choisir ma vitesse, je vais choisir Et puis les ma simulations, montée en ISO, quoi. Hein. et puis les simulations qui sont derrière, et la qualité d'image. Je l'ai découverte en F-Log, en vidéo, qui est juste magnifique, mais C'est en le meilleur photo, log du marché. en photo également, il y a une vraie différence. Et ils ont le meilleur JPEG du marché. Ouais, déjà en JPEG, ils ont magnifique. Le meilleur JPEG voilà. du marché. J'ai encore dans mon sac ici le X100V. Je shoot que en JPEG avec, et je trouve que ce sont des outils de reportage juste génial. T'as pas besoin, géniaux. Ouais, des outils, génial. pardon. Non, c'est qui fait des blagues. Mais franchement, t'as pas du coup besoin, si t'en as pas envie, de passer par un programme de post-prod ou quoi. Il y a vraiment un truc chez Fuji qui fait que, ok, c'est de la PSC, c'est pas du plein format. C'est peut-être le même prix pour de la PSC, alors que pour le même prix, tu pourras avoir du plein format. Mais au final, le capteur qui est derrière, on s'en fout un peu. Il y a vraiment toute une ambiance qui fait que t'as pas besoin de plein format. Si tu veux vraiment voir une vraie différence, à la limite, prends du moyen format, mais même là, tu le verras pas, quoi. Donc, ouais. pour l'avoir testé. Damien qui dit, s'il y a des gens de chez Fuji qui nous écoutent, il manque le waveform. Tout à fait d'accord avec toi, Damien. Et alors, si jamais je dois me lancer dans une nouvelle série de tests par rapport au XT4, sur lequel, en fait, je veux vraiment tester sa dynamique en basse et haute lumière sur différents ISO, parce que, de nouveau, c'est des informations qui, toutes marques confondues au niveau des hybrides, n'est jamais communiquées. Mais je veux voir vraiment les différentes performances qu'on va retrouver. Le F-Log à ISO 640 est juste dingue déjà, mais je vais en tout cas développer un peu plus ça. Et ça, vous allez le voir sur la chaîne dans les prochains mois en tout cas. Voilà. Salut Christophe. Salut Christophe, désolé j'ai manqué le début, c'est pas grave. Futur utilisateur XS10. Voilà. Je suis déjà convaincu aussi. Alors, oui, mais Nikon a aussi une âme très bon en photo. Oui. Ouais, mais en tout cas d'un point de vue vidéo, moi il y a rien qui est ressorti dernièrement. Non, effectivement, mais si on doit parler des photos pures, après de nouveau, ce sont des goûts et des couleurs. J'ai été utilisateur Nikon également. Sincèrement, il y a des optiques chez eux en plus que j'ai adoré. Ils ont sorti un 58 mm 1.4 qui est juste une merveille optique. Dernièrement, ils ont sorti avec la série Z le 50, 0,95. Ouais. Qui est aussi une merveille. Voilà. 1000 balles. Oui. Mais voilà, on n'est pas fermé à ça. Et puis, le boîtier ici, XS10 est excellent. Le XT4 est excellent. Tu vas prendre un A7S3, c'est excellent également. Je veux dire, au bout d'un moment, tous les boîtiers ont leurs avantages et les inconvénients. Ici, sincèrement, je te parle juste de mes goûts personnels. De nouveau, je te parle du XT4, mais effectivement, tu prends le EOS R ou le Z6 II, même si on s'en moque gentiment parce que à notre goût, il n'apporte pas de réelle nouveauté et donc on voit pas vraiment l'intérêt de sortir un Z6 Mark II lorsque le Z6 Mark I était déjà bon globalement. Et il n'y a pas d'évolution entre le 1 et le 2, mis à part le double slot, mais soit. Mais voilà, pour moi, pour rebondir sur ta question de grand capteur, enfin plein format ou APS-C, est-ce que tu verras vraiment une différence? Non, ça non. Et alors, ce qui est marrant, c'est que par exemple, j'ai été le premier à switcher chez Fujifilm de nous deux. Moi, j'étais avant sur du micro 4 tiers avec Lumix. Et c'est un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu essayer en tout cas le XT3. Le personnel de chez Fujifilm Belgique a été extraordinaire. Ils m'en ont mis un entre les mains. Et je suis tombé en tout cas amoureux de leur log qui était dedans, justement, de l'image qu'elle offrait et de la facilité en tout cas que j'avais avec ces boîtiers.
D'autres aspects étaient un peu plus compliqués parce que il y a rien à faire, le boîtier est un tout petit peu plus axé, enfin leurs boîtiers sont un tout petit peu plus axés d'un point de vue photo, mais il faut savoir que Fujifilm a une âme vidéo derrière qui est juste dingue, mais dingue. J'en ai pour preuve déjà ici ces optiques-là, les Ciné MK qui sont dingues, mais alors ils ont tout aussi d'autres séries de optiques vidéo qui sont utilisés dans le domaine du cinéma tous les jours. Pour celles et ceux qui ont regardé la série Westworld, les 3/4 ont été filmés avec des objectifs cinéma Fujifilm. Donc, ils ont une âme vidéo qui est présente. Ils ont une âme optique, en fait. Et ils ont une âme optique. Ils ont une âme sur les simulations qui est un réel plaisir. C'est ça qui est vraiment génial avec Fujifilm, c'est que moi, je suis arrivé parce que j'étais curieux et je suis resté en tout cas à me dire, je veux continuer à filmer avec ces boîtiers-là. J'en ai parlé à Pierre. Pierre a essayé. Ça a été la même chose. Il m'a dit, c'est bon, je veux plus shooter qu'en JPEG et faire différentes simulations. C'était clairement ça, quoi. C'est vraiment dingue. Ouais, c'est ça qui est fou. Et je trouve que du coup, le 56 ici est vraiment pour moi un bon résumé de ce que je pense de chez Fuji. C'est un objectif qui est excellent dans le sens où il a une qualité d'image dingue. Il a quand même pas mal de défauts. On l'a dit tout à l'heure, il est plutôt lent au niveau autofocus. Ouais. À F1.2, évidemment, il est un petit peu mou, c'est normal, il vignette. Ouais, il a plein de petits défauts, mais qui font son charme. Et je trouve que c'est vraiment pareil pour le XS10, par exemple. Il a peut-être ce petit défaut du viseur ou des raccourcis, C1, C2, etc. Mais je trouve que vraiment, globalement, il y a un vrai charme derrière que je retrouve pas dans les autres marques qui sortent des boîtiers tous un peu les mêmes, tous un peu génériques. Ici, il se démarque vraiment. De nouveau, c'est une question de goût, voilà. C'est ça. C'est vraiment, il y a vraiment un truc derrière, je trouve. Il y a vraiment une âme, comme tu le disais. Ouais, et toutes les personnes, en tout cas, qui essaient du Fujifilm, embarquent directement dedans. Et une des choses, en tout cas, moi, que je m'efforce à communiquer, c'est simplement le fait que si vous êtes un utilisateur d'une marque, par exemple, comme Canon, vous avez un parc optique énorme qui est derrière, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ici, avec une bague d'adaptation dessus, je récupère, en tout cas, mes objectifs en monture EF. On utilise aussi nos objectifs vintage en monture M42 qui sont dessus. Tout praticable pour moi. Ouais, voilà. Oui. Quand on se trompe de commande. Oui, ici, un ancien Zeiss. C'est le Zeiss, celui-là, c'est le 20 mm. Un ancien Zeiss 20 mm. Qui est génial. Génial, qui donne un rendu, en tout cas, extraordinaire. Et juste avec une bague d'adaptation ici. Ouais, hop, voilà. Simplement. Il y a rien dedans. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une bague qui était à quoi? À 15 balles? Ouais, même pas. C'est ça. Donc, c'est ça qui est dingue et on obtient un cachet de fou. Donc, voilà. Tiens, petite question du coup. La Finger Pro, elle est dispo aussi pour Nikon? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Pour l'instant, je l'ai vu qu'en monture EF, mais je ne sais pas si elle est dispo en tout cas pour Nikon. Ça, aucune idée. Voilà. Alors, j'ai pu m'offrir le 51, le Nikkor NOC pour Z est hors de prix et toujours en manuel. Ben oui, là, le Nikkor NOC, ouais, ouais. Par contre, en objectif vintage, j'adore. Tous les Nikkor sont juste parfaits en ancien objectif. Voilà. Que penser des bagues Mieke? Je ne savais même pas que Mieke faisait des bagues. Moi, je connais leur optique, mais je ne savais pas ce qu'il en était. La référence pour la bague? On peut rappeler la référence pour la bague. Pro? Alors, ça dépend. Si tu cherches une bague pour justement réutiliser tes objectifs en monture EF, que ce soit du Sigma, du Canon, peu importe, etc., c'est Fringer Pro, la marque 2. Ils ont deux modèles. L'évolution ici, donc, qui est la version 2. Tu as la bague de crantage qui te sert à régler l'ouverture d'un tout petit peu plus décalé vers l'extérieur, ce qui te permet une meilleure prise en main. On réécoute le bruit. Voilà, ça fait plaisir. Donc, Fringer EF FX, la marque Pro 2, et ça va du tonnerre. Je regrette pas du tout, en tout cas, de l'avoir acheté. Et c'est génial parce que c'est un objectif que j'adore qui est dessus, le Sigma 18-35. Très lourd, on est d'accord, mais c'est un objectif extraordinaire et je m'en lasse pas en tout cas comme combinaison dessus. Je l'ai testé sur le Fujifilm XS10 et ça va super bien. Donc voilà. Alors, donc voilà, rappeler, attention que 50 mm 1 égale 45 sur un Fujifilm. Ouais, il y a toujours évidemment ce système à prendre en compte de conversion, mais honnêtement que moi je ne fais plus attention. Et super top, utiliser des vieilles optiques. Ouais. Mais voilà, oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est vraiment ça qui est pratique. C'est de pouvoir réutiliser tout un parc optique sur des nouveaux boîtiers comme ce petit XS10. Et c'est là où je trouve que du coup la stabilisation capteur est vraiment efficace. Ah ouais. Parce que pour l'avoir utilisé du coup avec, j'en ai rangé,
le Zeiss 20 mm qui était un optique argentique, ou j'en ai d'autres, les Super Takumar dont on avait parlé récemment. J'ai un 200 mm f4 qui m'a coûté 30 €. Un 200 mm f4 qui a une qualité juste dingue. Effectivement, il n'est pas stabilisé. L'optique a, je sais pas moi, 30, 40 ans, ouais. Peut-être même plus. Là, du coup, avec le XS10, je l'ai pas monté dessus, j'ai monté avec d'autres boîtiers stabilisés. Mais le fait d'avoir un capteur stabilisé, que ce soit pour de la photo, parce qu'à 200 mm, en plus, c'est un équivalent 300 du coup sur un APS-C, ou en vidéo, c'est quand même vachement bien d'avoir une stabilisation. C'est très, très, très pratique. Et en plus, les stabilisations capteurs chez Fuji, elles sont vraiment excellentes. Et elle fait pas son boulot au hasard. C'est-à-dire que quand on veut utiliser la stabilisation capteur, on donne l'information dans le menu au niveau du XS10. On va lui dire, écoute, on rentre manuellement la focale qu'on utilise. Donc, je valide, je suis en train d'utiliser un 200 mm. Boum, la stabilisation capteur sait comment elle doit fonctionner. C'est ça qui est génial. C'est qu'elle va pas fonctionner au pif en disant, elle se dit pas simplement, OK, il n'y a pas de stabilisation devant moi, je vais essayer de me débrouiller plus ou moins. Non, on valide manuellement l'optique, la focale qu'on utilise. Et après, le boîtier fait le reste. Donc, c'est ça qui est fou. Voilà. Jupiter 37, effectivement, Christophe, il me l'a prêté gentiment. C'est une optique, quand tu shootes à pleine ouverture, le fond. Ah, le bokeh est juste dingue ou quoi? C'est fou, alors que c'est du f3.5. Ah ouais, mais t'as quoi? 135 mm. T'as 12 lames ou quoi? Il me semble que c'est même moins que 12. C'est vrai, ouais. Il me semble. Christophe pourra peut-être le mettre dans les commentaires. Alors, Pierre, fais-tu de photosport action avec le XT4 XS? Aujourd'hui, je suis Fuji XT30 pour street, vacances, famille et toujours Nikon D5000, D500. C'est pas un peu gros, ça, le D500? Le D500, c'est un très gros APS-C, mais qui est vraiment excellent chez Nikon. C'est pour moi un des derniers bons réflexes. Dans ma pratique, non, je fais pas de sport ni d'action. J'aimerais me remettre un petit peu, effectivement, à la photo animalière. Tu le mets dedans. Je fais beaucoup de nature, je fais de l'urbex, je fais vraiment de l'exploration. C'est vraiment de la photo beaucoup plus posée que le sport et que l'action. Mais je suis persuadé que le XT4 suit sans problème. Et le XS10 va suivre également un poil, à mon avis, moins rapide que le XT4. Et encore, ça reste à prouver. Mais franchement, ils vont suivre sans problème là-dessus. Ouais, exactement. Est-ce que la F tient le coup en action? Tout dépend évidemment de l'action. Un bon test, mais que ce serait impossible à l'heure actuelle de pouvoir tester, c'est clairement, par exemple, des sauts en longueur, tout simplement, et de voir comment l'autofocus interagit. En se rapprochant de la caméra. Exactement. Pas de droite à gauche sur le capteur, ça... Aujourd'hui, ils savent quasiment tout faire. Ouais, mais alors, en se rapprochant de la caméra, ça, c'est le plus compliqué. Ouais, mais malheureusement, ce sont des essais que, par rapport à la crise sanitaire, c'est quasiment pas possible à faire à l'heure actuelle. Malheureusement, en tout cas pour. Sauf si on prend le 100-400 et qu'on là, on a. Oui, voilà, exactement. On peut bien programmer les optiques manuellement sur le XT4. L'IBIS fonctionne super bien après. Un plaisir. J'espère que ce mode va percoler dans les autres boîtiers. Mais oui, ça va de toute façon continuer. Voilà, exactement. Tiens, par contre, petite question. Donc, je l'ai programmé, donc c'est un Samyang 12 mm f2, et en regardant les RAW sur Lightroom, il me l'indique comme un 23 mm f1. Ah ouais, c'est tout ça. Bon, j'aimerais bien un 23 f1, ça serait cool. Ah oui, d'accord, exactement. Bien oui, je vois ici que Patrick nous laisse. Merci beaucoup, soirée. Mais de toute façon, le webinaire touche à sa fin. Effectivement. Ouais. À nouveau, je suis super content que c'était pas uniquement des utilisateurs de chez Fujifilm et que certains se posaient des réelles questions par rapport à différents boîtiers, parce qu'on était vraiment là justement pour y répondre et pour que aussi les personnes de chez Fujifilm puissent un peu se rendre compte des éventuelles questions qui se posent sur le côté et exactement et interagir. Donc voilà, donc c'était vraiment un plaisir. On va pas forcément la faire un peu plus longue parce que malheureusement pour Pierre, il doit éviter de se faire prendre après le couvre-feu. Donc voilà. Donc on va vraiment vous souhaiter une excellente soirée à tous et à toutes. N'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment à nous retrouver sur nos différentes chaînes, que ce soit moi, Monsieur Caméra ou Pierre Boisseux. Vidéo, photo, voilà. Donc c'est comme ça. N'hésitez pas à nous retrouver et à venir nous poser aussi des questions, même en privé sur nos différents comptes Instagram. On est toujours présent pour y répondre. Ou même Facebook. Ou même plus pour toi. Plus pour toi. Donc voilà. Donc passez un excellent week-end à tous et passez surtout une très bonne soirée. Et on se dit peut-être à un prochain webinaire. Oui, tout à fait. Donc, et puis prenez soin de vous également. Exactement. Une bonne soirée à tous. Ciao.